La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Fan des produits de qualité depuis sa plus tendre enfance, de l'inspiration, Ophélie Barès n'en manque pas. Mieux encore, elle a choisi d'être pâtissière consultante pour ne jamais s'arrêter de créer et faire naître les projets sucrés des restaurants. De nouvelles idées tout le temps, les produits qu'elle adore décliner à toutes les saveurs et textures, des projets toujours différents. Voici en quelques mots ce qui lui plaît dans ce métier. D'ailleurs, d'ici quelques mois, un tout nouveau chapitre de son métier verra le jour, l'ouverture de sa boutique à Asnières-sur-Seine, que j'ai très hâte de découvrir. Au menu de cet épisode, qu'est-ce qu'une pâtissière consultante ? Ce qui lui plaît dans ce métier ? Spoiler, il y a 2 fois plus de créativité. Son amour des produits qui l'inspirent sans limite. Et enfin son autre passion pour la photographie. Bonne écoute ! Bonjour Ophélie. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Pour commencer, je te propose de revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment plus au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite ? Alors, j'avais pas vraiment de dessert préféré. Je pense que j'avais une maman et une grand-mère qui faisaient suffisamment de choses en fait pour aimer tout ce qu'elles faisaient. Mais j'ai des souvenirs de tarte aux abricots de ma grand-mère quand même qui est assez ancrée. Un gâteau au chocolat que ma mère faisait au micro-ondes. Mais qui était très bon. C'est des précurseurs, ça. C'était assez précurseur. Elle vous dirait qu'elle n'a jamais fait ça, mais avec ma sœur, on a un bon souvenir. Non, mais il y avait des choses, beaucoup de tartes aux fruits, des choses simples, mais toujours goûteuses. Voilà, avec le goût. T'as grandi dans les desserts ? J'ai grandi dans la cuisine de manière générale, en fait. Ma marraine était volaillère, mes oncles et tantes ont toujours eu un potager, donc j'ai grandi quand même entouré des bons produits de la ferme, les produits du marché. Et puis voilà, à côté de ça, on mangeait aussi des choses, on va dire, un peu plus industrielles quand on avait moins de temps. Mais la plupart du temps, c'était quand même des produits frais. Pour toi, c'est quoi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi ? Le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi. Alors, en général, le dimanche midi, nous, c'est un peu poulet rôti ou canette à la frilou. Ça, c'était ma grand-mère qui faisait ça. C'est souvent une volaille ou un gigot quand c'était au moment de Pâques. Je verrais quand même quelque chose à base de fruits en fait. Ouais. Ma grand-mère elle faisait souvent des îles flottantes. C'est pas du tout un dessert que moi j'apprécie pour le coup. Ma sœur adorait ça, je me souviens. Moi c'était pas trop ça, mais je dirais une tarte aux fruits peut-être. C'était quoi les saveurs de ta toute première création ? Est-ce que tu t'en souviens ? De ma toute première création. Je me souviens des premiers concours que j'ai fait, donc où j'ai vraiment créé. Et pour le coup, le tout premier concours que j'ai fait, c'était le concours Duval-Leroy. Mais c'était pas mes premières créations. Je pense que mes premières créations remontent quand j'étais à l'époque du Meurice. Avec mes 2 sous-chefs, Geoffrey et Sébastien, on s'amusait quand même à pas mal d'essais. Et je crois que il y a eu framboise romarin, peut-être, ouais, qui a été travaillé avec Geoffrey. Donc je dirais ça. Peut-être pas tout le premier, c'était pas la toute première création, mais en tout cas, ça fait partie de c'est la première dont tu te souviens, voilà, qui t'a marqué. Et ta toute dernière création, c'était quoi ? Ma toute dernière création, il y en a souvent plusieurs qui se chevauchent, on va dire. Mais c'est compliqué, moi je sais pas. Je pense que chocolat curry. C'est pas non, sincèrement, c'est pas la dernière, mais voilà, elle fait partie de celle que j'apprécie, chocolat curry. Visuellement, ça ressemble à quoi ? J'ai travaillé de plusieurs façons. Je l'avais travaillé en pré-dessert, mais là, je l'ai retravaillé sous forme d'éclair.
Donc c'est une association qui matche bien avec la pâte à choux. Donc voilà, il y a juste la subtilité du curry et la puissance qui vient un petit peu voilà, souligner la force aussi du chocolat. Donc ça combine bien. Et du chocolat noir ? Chocolat noir, ouais. De quelle origine ? Est-ce que tu en as une de référence ? J'aime bien les chocolats d'Amérique du Sud. Mais après, j'aime bien aussi les chocolats vietnamiens, qui sont un peu plus rares, mais qui commencent un petit peu à venir à nous. Et c'est vrai que je suis un petit peu moins chocolat d'Afrique, en tout cas en ce qui concerne le lait. Mais ouais, plus Amérique du Sud. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie ? La pâtisserie, elle représente beaucoup de choses. Elle représente d'abord une notion de partage, parce que quand on est tout petit, je pense que le sucre fait partie en fait des premières notes en fait gustatives qu'on apprécie. Le sucre en fait réunit. Il est présent à toutes les occasions, aux anniversaires, au mariage, au baptême. Donc c'est beaucoup de souvenirs. Et ensuite, la pâtisserie, c'est quand même mon quotidien, c'est mon métier depuis 17 ans maintenant. Et c'est sûr qu'on pense pâtisserie avant beaucoup de choses voilà, dans un univers du quotidien, quoi. Forcément. C'est obligé. D'ailleurs, aujourd'hui, tu es consultante, Oui. t'es pâtissière consultante. En quoi est-ce que ça consiste, ce métier ? Alors aujourd'hui, je suis consultante puisque j'ai fait mes armes dans les plus grands palaces et dans pas mal de boutiques, mais j'ai décidé de me mettre à mon compte pour ensuite ouvrir ma propre boutique un jour. Et consultante, en fait, c'était aussi revenir à un choix en fait de créativité un petit peu différé. Quand je dis ça, c'est j'aime bien aussi mettre en lumière ce que certains patrons de boulangerie, de pâtisserie ou même d'hôtels ont en tête et en fait n'arrivent pas forcément à appliquer. Et moi, je suis un petit peu... eux, ils ont une certaine idée, mais pas très précise. Et moi, je suis là pour un peu concrétiser cette idée et pour leur apporter aussi mon univers. Quand ils me laissent carte blanche et ça fait des jolies compositions en fait, ça fait des jolies créations et consultante en fait ça me permet d'être très variée en termes de projets. C'est très éclectique en fait comme sujet. Je peux travailler aussi bien pour des hôtels à l'international avec du coup des produits qui vont demander beaucoup plus de recherche parce que c'est des produits parfois un peu moins connus de notre quotidien que pour une boutique artisanale sur Paris ou en banlieue. Voire même en province. Et puis après, ça peut être aussi du conseil en fait pour de l'agroalimentaire, donc c'est assez varié. Et pour revenir, tu vois, très très concrètement, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, du coup, au quotidien, qu'est-ce que tu fais exactement ? Enfin, tu crées la carte de restaurant En général, je suis contactée pour des établissements où il n'y a pas forcément de chef pâtissier en place. Il y a une équipe avec des chefs de partie, on va dire... pour le grade, pour le plus haut gradé, et en fait ils font appel à mes services pour justement établir la carte pour qu'elle soit produite au quotidien par l'équipe qui est en place. Et effectivement, je mets en place les recettes avec l'équipe. Ça peut prendre 2-3 jours à plusieurs semaines, et ensuite l'idée c'est de les laisser voguer seuls avec mes recettes et tout le travail qu'on a effectué ensemble. Et comment ça se passe ? Parce que du coup, tu dois créer beaucoup plus. Enfin, tu vois, par rapport à un pâtissier qui a une place attitrée où finalement, tu vas créer ta carte au fil des saisons, etc. Toi, potentiellement, t'en crées plusieurs. Du coup, comment tu fais ? Et peut-être qu'en fait, tes desserts se recoupent beaucoup, mais tu vois, comment est-ce que ça se passe pour arriver à avoir beaucoup de diversité et proposer des choses que t'as pas faites ailleurs Le plus important, effectivement, c'est en général, j'essaye de proposer des recettes qui vont devenir un peu les recettes signature de l'établissement avec lequel je travaille. Je m'efforce toujours de ne jamais reproduire une recette que j'ai mise dans un établissement pour un autre. Je fais jamais de répétition. Mais après, je m'adapte beaucoup à l'environnement du client, entre guillemets. Et je suis très à l'écoute de ce que le client veut. Et en même temps, je peux aussi apporter mon côté carte blanche.
Et ça me permet de devoir développer beaucoup plus de recettes. Mais chaque client a son identité, donc finalement, ça se regroupe pas forcément. Je sais pas si c'est clair, mais j'ai pas de difficulté en fait à créer, puisque chaque client a son identité et que je m'appuie sur cette identité pour pouvoir créer, quoi. Mais est-ce que tu vois ça, combien de temps il te faut à peu près pour t'imprégner justement de chaque identité, parce que du coup tu dois changer en permanence, te remettre dans un nouvel univers, tu vois, et te dire en fait là comment je vais faire ressortir ça. Combien de temps il te faut à peu près Finalement, c'est assez facile entre guillemets. Ce qui est assez intéressant, c'est de pouvoir changer constamment. Moi, c'est vrai que j'aime pas trop ce côté routinier, donc c'est ce qui me plaît aussi dans le conseil, c'est de pouvoir changer assez fréquemment. Mais j'ai pas de difficulté particulière à m'imprégner du milieu. Déjà, il y a quand même un premier échange de savoir si on sent en fait avec la personne qui tient le business ou même l'ambiance du lieu, si ça va matcher. Moi, au premier rendez-vous, je sais d'avance si je vais dire oui ou non. Et ensuite, l'équipe en général avec laquelle je travaille à ce moment-là, comme elle est OK entre guillemets pour que moi j'intervienne. C'est assez fluide, donc je sais pas, il me faut peut-être une petite semaine, ça va dépendre des projets et de la grandeur du projet, mais c'est assez rapide. Ouais, ça fuse beaucoup dans la tête. C'est incroyable parce que... Après, ça dépend encore une fois de la grandeur du projet, mais ça va être une semaine de réflexion, quoi. Ok, et oui c'est ça, et après du coup pendant cette semaine-là tu crées aussi les desserts que tu proposes. Et après je me donne une semaine de réflexion pour les faire des croquis, projeter un peu dans ma tête ce qui va être dans le réel, et ensuite avec les équipes ça peut être 2-3 journées très intenses. Après tout dépend de la quantité de desserts à sortir entre guillemets. Mais il va y avoir une petite semaine, on va dire, de grosse production, et puis après, ça roule. Et du coup, qu'est-ce qui t'inspire tu vois, tous ces desserts, en fait? Est-ce qu'à chaque fois, ta source d'inspiration, en tout cas, l'origine de l'inspiration est similaire? Est-ce que ça change à chaque fois? Ce qui m'inspire, c'est avant tout les produits qu'on veut mettre en avant, en fait, les produits qu'on veut traiter. Si c'est les produits de saison, je sais pas, là, je pense on arrive sur l'automne, je retrouverai la figue, qui est mon fruit préféré, la poire, la pomme, tous ces fruits-là, le coin. Je pense qu'à partir du moment où en fait on aime les produits, on a toujours assez d'imagination en fait pour pouvoir les traiter. Et il y a quand même une multitude de possibilités à traiter un fruit. On peut le traiter en confit, en gelée, en chips, en confiture, en compoté, en rôti. Donc c'est vrai que c'est assez varié. Donc je pense que la créativité, elle vient d'abord du produit. Et puis ensuite, sur l'esthétique, ça peut être l'art. J'ai toujours été... ma grand-mère était artiste peintre. Donc j'ai quand même un goût assez prononcé pour les belles choses, on va dire. Tu vois, ça peut être du mobilier d'intérieur, ça peut être un tableau, ça peut être le végétal en fait qui va aussi m'inspirer dans un parc, une odeur qui me rappelle quelque chose et je me dis tiens, je voudrais l'intégrer différemment. Donc c'est très varié. Puis l'avantage, c'est vrai que tu as un produit et tu peux le décliner à l'infini. Enfin, sur chaque restaurant, du coup, tu peux t'amuser à te dire... c'est ça. Ici, je vais faire des chips. De la compléter. Non, mais c'est vrai, je pense que les produits sont assez variés déjà en France. On a cette chance-là de pouvoir avoir accès à de nombreux produits déjà locaux. Enfin, toi, produits et cultivés en France. Et puis avec tous les produits qui nous viennent des quatre coins du monde, il y a quand même une large palette. Et je trouve que oui, chaque fruit en fait peut être traité différemment. Et puis c'est surtout avec quoi tu vas l'accorder, tu vas le marier. Donc la figue, il y a 1000 possibilités, l'abricot pareil. Donc c'est vrai que c'est très très varié. Et est-ce que selon toi, le fait de fonctionner comme ça, tu vois, de créer du coup constamment et te dire tiens, j'ai un produit et finalement je vais en faire plusieurs desserts parce que pour plusieurs restaurants, est-ce que tu trouves que tu développes, tu pousses la réflexion aussi loin que presque, tu vois, quand t'es dans ton resto et où du coup t'as ton produit et là tu te dis il faut en faire un dessert, donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tu vois, comment ça se passe un petit peu? Est-ce que des fois tu te dis en fait c'est moins poussé parce que j'ai pensé sous plusieurs formes?
Alors c'est vrai que quand j'étais chef pâtissier de ma propre brigade, notamment à Chantilly, là c'était vraiment la carte, c'était mon bébé. C'est-à-dire que les pré-desserts, je parle toujours des pré-desserts parce que c'est des choses que les clients en fait ne choisissent pas dans un menu. Donc c'était là en général où on s'éclatait, on sortait un petit peu des sentiers battus pour pouvoir leur proposer des saveurs un petit peu plus insolites. J'aime bien ce terme-là, mais c'était le cas. Et souvent, en fait, quand ce côté insolite matchait chez beaucoup de clients et que ça plaisait, je me faisais la réflexion de me dire, tiens, est-ce qu'on pourrait pas finalement en faire un dessert à part entière. Et c'est vrai que pour te répondre, par rapport à la créativité et la création que je peux avoir en fait pour ma propre carte et pour les cartes de restaurant, évidemment que tout ce que je propose au restaurant, c'est des choses que j'affectionne, puisque je me vois pas en fait proposer un dessert pour dire j'ai fait un dessert à l'abricot et en fait j'aime pas l'abricot et j'aime pas avec quoi je voulais marier, mais je vous le propose quand même. Parce que je suis incapable de faire ça. Je pense que je suis obligé de proposer des choses que d'abord j'apprécie. Puis je pense que c'est le métier qui veut ça. Et ensuite, je pense que du fait que je m'adapte au lieu, aux conditions aussi de production, je veux dire, on n'a pas tous les mêmes conditions de production, le même matériel. Donc tout ça fait que ça sera différent, certes, mais toujours appréciable. Voilà, c'est juste plusieurs façons de penser et de s'adapter. C'est ça, et c'est super intéressant, je trouve aussi, d'avoir ce côté. Enfin, du coup, t'es dans la création permanente, mais forcément, du coup, t'as certaines choses que t'as pas. Enfin, tu vois, t'as. Ouais, c'est vrai que le conseil, ça. Alors, il y a deux petits, on va dire, bémols sur le conseil. C'est-à-dire que lorsqu'on met une carte en place, c'est de lâcher prise pour l'équipe qui va la réaliser au quotidien. Voilà, on essaye de dire que ça va toujours être à la hauteur de ce que nous on leur a proposé pour que la régularité soit là, mais ça fait partie du jeu. Donc une fois qu'on a vendu les recettes on lâche la main à l'équipe, et donc on espère toujours que le résultat sera aussi bien que ce qu'on a proposé lors des premières dégustations. Et puis après, c'est de retrouver en fait des établissements, que ce soit des hôtels, des artisans, des restaurants, où il n'y a pas le même matériel. Et là, forcément, ça va être plus ou moins difficile en fait de créer en fait, mais en même temps c'est ce côté un peu couteau suisse et adaptabilité que j'aime dans ce métier-là. Ça te pousse oui, t'es pas dans ton confort. Ton confort, ça te pousse dans ton retranchement et à dire voilà, j'ai ça et ça comme matériel, qu'est-ce qu'on peut faire de bien, de chouette, qui soit aussi au niveau de l'établissement. Et est-ce que le côté, parce que tu vois, il y a beaucoup de chefs pâtissiers et pâtissières qui me disent aussi que dans la création, c'est beaucoup l'échange avec toute leur équipe qui va faire que ton dessert, finalement, il est comme ça, alors que toi, à l'origine, tu l'avais potentiellement imaginé un peu plus comme ça. Est-ce que ça, c'est un côté qui te manque pas, tu vois, de pas avoir, en fait, une équipe avec toi et... Alors, ça me manque pas dans le sens où les équipes pour lesquelles, en fait, j'interviens et que je fais du conseil, je leur demande toujours leur avis. Toi, je pourrais pas dire moi aujourd'hui je m'appelle Ophélie Barès, j'arrive, je vous ai fait 4 gâteaux et je vais vous montrer comment on les fait, et on n'en parle pas, on n'en discute pas. C'est impossible parce que c'est eux qui vont les réaliser au quotidien. Donc je veux qu'ils soient à l'aise avec les recettes, je veux qu'ils comprennent un petit peu aussi les textures, et très souvent on goûte parce qu'il faut goûter en permanence. Donc on goûte au fur et à mesure des essais. Même moi, si tu veux, je pense avoir calibré la chose et je me rends compte que c'est pas possible parce qu'il manque un moule, donc en fait le moule était plus petit que prévu, donc ça change un petit peu la composition, donc on réadapte le gâteau, et je goûte avec eux, et en général je leur demande toujours leur avis parce que j'en ai besoin, parce que je pense que seul on est quand même pas capable de grand chose à partir du moment où ça va être réalisé en équipe. Donc je leur demande leur avis. Très souvent, toi, les gens adorent, ils sont très gentils, mais c'est très important pour moi qu'ils soient le plus sincères possible. Et donc, oui, ça m'est arrivé des fois, à juste titre, toi, de rectifier une petite recette et de prendre en compte un commentaire. Toi, c'est constructif. Moi, j'ai besoin de ça de toute façon. Finalement, je travaille pas très souvent seul.
Toi, je suis très rapidement remis dans un bain avec une équipe. Oui, mais en fait, c'est vrai que je trouve que, tu vois, certes, t'es pas seul, mais du coup, c'est pas non plus exactement ton équipe. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu les connais moins que quand tu travailles dans un établissement. Je les connais moins, et en même temps, en très peu de temps, en très peu de jours, on peut très bien sympathiser. Tu vois, j'ai une très bonne expérience, notamment l'année dernière avec Carolina, qui est toujours dans la pâtisserie Le Temps et le Pain. Et toi, c'est quelqu'un qui a su comprendre très rapidement ma vision des choses. Donc non, ça peut aller aussi très très vite et très bien se passer, même sur une courte période. Donc ça, c'est agréable. Oui, puis du coup, finalement, t'as plus de retours de gens, plus de contacts et tout. Et... En fait, on n'est pas attitré à un établissement. Et c'est sûr que ça ouvre beaucoup plus de réseaux. Maintenant, j'aime aussi, toi, me dire qu'un jour je retrouverai à travers ma boutique, si tu veux, une équipe, toi, que j'ai envie de voir et de faire évoluer et à qui je vais transmettre. Et toi, les échanges seront encore plus intenses, quoi. Ça, c'est quelque chose que tu as envie de faire très prochainement? Ça, ou est-ce que tu veux te laisser très prochainement? Non, ça, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement, théoriquement avant la fin de l'année, ouais. Ah oui. Bah, écoute, très hâte de voir ça. Tu m'as fait une transition toute tracée parce que tu as parlé de transmettre. Et effectivement, tu vois, en lisant, en regardant des choses sur ton parcours, sur ton profil et tout, j'ai vu que transmettre, c'était une des valeurs super importantes pour toi. C'est quoi, selon toi, la meilleure façon de transmettre ? Alors je pense que la transmission dans ce métier est plus qu'un autre. Elle est vraiment sur le partage des valeurs du métier. D'abord le côté très besogneux en fait de ce métier. Je pense que comme beaucoup de métiers, mais encore plus dans celui-ci qui demande beaucoup de présence physique et voilà, qui est assez intense, faut pas rechigner. Il faut quand même être ardu un petit peu de travail. Et puis ensuite, je pense que la transmission, elle se fait dans tout le partage en fait des connaissances que moi-même j'ai pu acquérir, que ce soit à l'école ou tout au long de mes expériences. Et puis les recettes, tu vois. J'ai toujours beaucoup de mal à entendre qu'on puisse cacher une recette ou dévoiler qu'une partie de la recette. Je veux dire. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est vrai que c'est pas du tout. Dans ma façon d'être, dans mon tempérament en fait, de me dire ça c'est à moi, je le garde pour moi, parce qu'en fait je pense que c'est tout le contraire de ce que ce métier tient à faire paraître, à savoir que la transmission elle est sur le partage des recettes, elle est sur le partage quand on fait une dégustation, tu vois, il faut faire la dégustation avec l'équipe dans son entièreté, on fait pas une dégustation au sol et puis ensuite on en parle à l'équipe. Enfin c'est beaucoup de donnant aussi. Moi j'ai beaucoup reçu en fait de mes équipes parce que je leur ai donné énormément. Et en fait l'équilibre il s'est rapidement fait et c'était d'autant plus agréable parce que on savait tous qu'on était dans le même bateau avec la même envie, la même motivation, et je pense que la transmission elle se fait assez naturellement. Qu'est-ce que tu dis toujours ou dirais à des pâtissiers, tu vois, qui commencent, qui débutent et tu vois, presque pas un discours d'encouragement, mais tu vois, des pâtissiers qui débutent, qu'est-ce que toi tu leur dirais Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être un petit peu surprendre, mais je pense que ce métier n'est pas fait pour tout le monde. Dans le sens où on revient sur le côté physique et je parle pas du tout de ce qu'on a pu entendre et de ce qu'on entend encore aujourd'hui, et ça me désole par rapport à certains types de harcèlement. Je parle vraiment du métier en lui-même qui est vraiment physique, et donc je pense qu'il faut être préparé en fait à pouvoir tenir la cadence. C'est un métier où on est constamment debout. Donc il y a des gens qui malheureusement de par leurs conditions physiques peut-être depuis toujours ne pourraient pas faire ce métier-là, non pas parce qu'ils n'en ont pas les compétences, mais parce qu'ils n'en ont pas le physique adapté. Après, mais il y a tout un tas de possibilités aussi pour faire le métier de pâtissier. Enfin, je veux dire, chef pâtissier, c'est pas que être chef pâtissier d'un palace parisien avec beaucoup d'exigences, beaucoup d'heures, beaucoup de rigueur. Il y a aussi des métiers où le pâtissier il a moins d'exigences.
Mais pour autant, je pense que la quantité de travail, en fait, elle est très importante. Donc, il faut ne pas avoir peur. Et après, je pense sincèrement que si quelqu'un, un jeune, une jeune, a la volonté de vouloir faire ça et qui s'accroche et qui se laisse pas démonter par les on-dit, tu vas pas t'en sortir, mais qu'il a vraiment ça au fond de lui, je pense qu'on est capable de tous pousser les portes. Maintenant, oui, je pense qu'il faut avoir beaucoup de pugnacité, il faut avoir beaucoup de valeur de travail en soi, beaucoup de rigueur sur soi-même, et puis le physique en fait, quoi. Le physique. Non mais c'est vrai, je pense qu'on ne dit pas assez, mais il y a quand même beaucoup de charges à porter. Moi je me souviens, alors oui c'était il y a 17 ans, il y a 15 ans, c'était pas non plus si loin, mais quand j'étais au Meurice, en fait on portait des rondeaux en cuivre qui était déjà très lourd, avant même d'avoir, si tu veux, mis dedans 20 litres de lait. Donc non mais il faut savoir que c'est pas tout simple, c'est pas tout rose, mais après c'est un métier exceptionnel à partir du moment où t'as l'envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Mais moi j'ai aucun regret. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une expérience tu vois, qui t'a particulièrement appris au faire et qui fait aussi qui t'a montré en fait aussi toute la beauté de la pâtisserie, de la création, et qui t'a fait dire c'est ça que je veux faire, tu vois? Ouais, je pense que l'expérience que je retiendrai toute ma vie, c'était celle quand j'étais à l'hôtel Meurice, qui est ma première maison. Camille Le Sec était le chef pâtissier, Yannick Aleno était le chef des cuisines. Et on a été, quand je dis on, c'est toute l'équipe, hein. C'est l'équipe de cuisine, l'équipe de salle, l'équipe de pâtisserie, les plongeurs, le stewarding. On a été décroché cette 3e étoile en 2007. Et je pense qu'en fait, le travail acharné de toutes ces personnes qui formaient l'équipe de l'époque m'ont vraiment, ça m'a vraiment démontré qu'à force de travail, à force d'acharnement, de sacrifice aussi, on va pas se mentir, et de persévérance, en fait, on arrive à atteindre ses objectifs. Et je pense que cette 3e étoile, elle m'est pas du tout attribuée, mais j'en garde un souvenir, d'avoir fait partie de cette équipe, et on sait tous ceux qui ont fait partie de cette équipe, en fait, on sait très bien pourquoi on était là et ce qu'on allait chercher, et on en garde tous un souvenir gravé, quoi. Donc ouais, je pense que c'est cette expérience-là, ce souvenir en fait, qui me pousse à me dire que rien n'est impossible et qu'on peut y arriver. Par contre, ça va demander des sacrifices, du travail, du temps, mais ça vaut la peine. Très beau discours. Une autre de tes passions, c'est aussi la photographie. J'ai lu qu'à l'origine, tu voulais d'ailleurs plutôt être photographe. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à concilier ça, ou en tout cas, est-ce que ça... Peut-être, tu vois, que ça a influencé ta manière de créer les desserts. Parce que, comme tu dis, il y a ce côté très artistique. Alors, c'est vrai que la photographie a toujours fait partie de ma vie, puisque c'est ma maman, en fait, qui nous prenait constamment en photo, en vacances, au quotidien. Toujours attachée à son appareil photo. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Elle est passée au téléphone portable, hein, elle a fait plus simple, mais en tout cas, toujours en train de capter tous les moments de vie. Et en fait, c'est un de mes oncles qui m'a dit, quand j'avais 15 ans, je me souviens très bien, il m'a dit, bon écoute Ophélie, t'es toujours fourrée en cuisine, à faire des gâteaux, des plats, et t'es toujours avec ton appareil photo accroché à ton cou, parce que en fait, l'idée c'était que lorsque un plat était fini, une pâtisserie était finie, un gâteau, je le photographiais. Et il m'a dit, je pense que tu devrais t'orienter vers un métier qui allie ces deux passions, en fait, la photographie et la cuisine. Et donc je me suis renseigné un petit peu sur le métier de photographe culinaire, qui était sincèrement à l'époque très peu à la mode, on va dire, qui était quand même assez fermé. Je me suis renseigné, j'ai été faire quelques stages de quelques jours chez plusieurs photographes de Paris, photographes culinaires. C'est des moments qui m'ont beaucoup plu. Pour autant, j'avais déjà commencé mon expérience de commis en fait au Meurice en 2005, et je me suis tenté de passer le concours des Gobelins en 2008.
Et à ce moment-là, donc ouais, j'ai eu les écrits. Je me souviens, on était 750 ou 800. J'ai eu les écrits, ils en prenaient que 50. Je suis arrivée dans les 50 premiers. Je ne sais pas trop comment, parce que même si j'avais très peu travaillé mon concours, je pense que j'avais quand même cette envie-là, et donc et j'étais hyper heureuse et hyper fière. Maintenant, c'est vrai qu'à l'oral de ce concours d'école, je me suis sentie un peu plus formatée. J'avais peut-être déjà mis un pied en fait dans le milieu professionnel, dans le milieu du travail, dans le monde du travail. Et je pense qu'en France, on est encore assez fermé sur l'idée de pouvoir rechanger, tu vois, de parcours comme ça, de revenir à l'école. Ils comprenaient pas trop. Donc c'est vrai que la photographie, je pense qu'il y a quand même ce côté esthétique qui est très important. Qu'elle me suit au quotidien. Maintenant, on va pas se mentir, j'ai beaucoup moins de temps, entre guillemets, à prendre en photo tout ce que je fais, et d'autant plus qu'en fait je préfère prendre la photographie salée. Je préfère prendre la cuisine en photo que la pâtisserie. Je trouve ça beaucoup plus vivant, beaucoup plus charnel, beaucoup plus expressif en fait. Je trouve que la pâtisserie c'est toujours un peu plus froid. Donc pas pour tout. Mais tu peux le rendre vivant avec ta ouais, c'est vrai que à choisir entre les deux, je prendrais la cuisine, toi, pour la photo. Donc, mais oui, je pense que le fait d'avoir voulu faire ce métier-là, et avec un petit peu le bagage, toi, artistique que j'ai, familial, je pense que j'ai quand même un œil, et je peux acheter un livre de cuisine ou de pâtisserie que pour les photos. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça, t'as le côté super artistique quand même dans la photographie et créatif. Finalement, il faut les mettre en scène, tes photos, surtout la photographie culinaire. Ouais. Tu mets quand même un petit peu en scène les choses. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque, ça ? Ouais, c'est quelque chose qui me manque, et en même temps, voilà, je le fais un tout petit peu dès que je le peux. Mais j'ai jamais fermé la porte définitivement. Voilà, je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais c'est quelque chose que j'ai toujours quand même un petit peu ancré en moi, et j'ai pas de regret de pas être rentré au Gobelin. Voilà, je pense que c'était le destin qui a voulu ça, et par contre voilà, peut-être que demain je m'y remettrai un peu plus. C'est quoi l'ingrédient que t'adores travailler plus que les autres, tu vois, ton ingrédient chouchou un petit peu dont tu peux pas te passer? J'adore travailler les agrumes et les herbes. Voilà, je pense que c'est les deux choses dont je ne peux pas me passer. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient, pas forcément que tu n'aimes pas, mais qui est plus compliqué à appréhender, et t'as mis du temps ou t'as toujours pas trouvé la bonne façon de le travailler pour qu'il soit vraiment sublimé? Alors non pas que j'arrive pas à le travailler, mais je pense qu'il y a un ingrédient qui est quand même très difficile à traiter si on veut pas que ça soit trop écœurant, trop lourd, trop répétitif. Je pense que le chocolat, ça reste très complexe. Complexe de par les arômes, de par les origines. Je pense qu'il faut pas trop marier les chocolats. Je vois parfois des recettes avec 2-3 chocolats différents. Je trouve ça trop complexe pour le palais. Mais par contre, déjà en travailler un, et bien le travailler, bien le doser, qu'il y ait la légèreté mais en même temps la profondeur du chocolat. Ouais, je pense que le chocolat c'est assez complexe. Je suis d'accord, je trouve qu'en fin de repas, tu sais, moi je trouve que j'ai toujours peur de me dire est-ce que ça va pas être trop écœurant si c'est du chocolat, tu vois. Parce que les fruits c'est toujours léger, c'est agréable. Alors, je pense qu'on peut faire quelque chose de lourd quand même avec les fruits. Oui. On peut se louper quand même avec les fruits. Un clafoutis un peu raté, ça peut vite déraper. Mais le chocolat, c'est particulièrement complexe. En plus, moi qui ai fait quand même du dessert à l'assiette pendant pas mal d'années, finalement en plus que de la boutique, je trouve que de finir sur un dessert à l'assiette au chocolat après tout un repas, il faut savoir maîtriser un minimum. Et c'était pas forcément ceux que je préférais traiter, donc il faut toujours un voire même 2 desserts au chocolat sur une carte quand il y a 5 ou 6 desserts à la carte. Donc c'était pas ma hantise mais en tout cas c'est vrai que je me tourne plus facilement sur les fruits. Et est-ce que tu aurais un conseil à me donner à moi qui suis pas pâtissière, qui aime bien faire des desserts et que tu trouves qu'on donne pas assez, et peut-être tu vois un conseil que toi t'aurais aimé qu'on te donne quand t'as commencé la pâtisserie? Je pense qu'il faut s'écouter et écouter. Ça va être un peu... je pense qu'il faut s'écouter parce qu'on a tous, à partir du moment où on aime quand même les produits, qu'on est un petit peu épicurien, qu'on s'intéresse à ce qui se passe,
On peut tous avoir un accord, tu vois, à mettre en avant et se dire mais moi je suis sûr que cet accord-là il match et je vais vous le prouver. Et en même temps il faut écouter parce que si tu as plusieurs personnes professionnelles ou non d'ailleurs, des clients qui te disent mais ça en fait ça ne matche pas du tout, tu vois, il faut savoir faire les deux. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de ses idées et en même temps il faut savoir aussi parfois renoncer à certains accords, certaines particularités qu'on pense on va dire classiques pour nous mais qui sont trop farfelues en fait pour l'ensemble, donc il faut se le garder pour soi, mais mais s'écouter c'est important. Merci pour ce conseil. Maintenant je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà si toi t'étais une saveur, tu serais laquelle? Acide. Ouais, l'acidité, le peps. Ouais. C'est quoi la toute dernière, le tout dernier produit ou la toute dernière saveur que tu as découverte et aimée? Et dernièrement, c'est vrai que ça remonte un petit peu quand même, mais c'est un fruit qui m'a particulièrement marqué quand j'étais au Vietnam. Justement, je faisais du conseil et c'est le corosol. Donc c'est un gros fruit vert, un peu épineux comme ça sur le dessus. En tout cas avec beaucoup de relief. Et à l'intérieur, quand on le coupe, il y a une chair qui est très blanche, un peu immaculée, avec des grosses graines noires, donc qu'on retire. Et j'ai fait un sorbet en fait au corosol. En m'inspirant un petit peu du sorbet à la mangue que j'ai l'habitude de faire parce que les chairs en fait du fruit sont un peu identiques. Donc voilà, c'est mon coup de cœur, fruit fruité de ces dernières années. Je connais pas du tout. C'est très doux et en même temps il y a ce côté lacté acidulé qui est assez intéressant. Tu l'imagines comment la pâtisserie de demain? Pour toi c'est quoi? La pâtisserie de demain, mais je pense qu'on y est quand même déjà aujourd'hui. C'est une pâtisserie qui a quand même été désucrée. Alors j'aime pas dire forcément qu'elle a été désucrée. On est juste revenu à respecter déjà la sucrosité des fruits sans trop rajouter de sucre pour anéantir ce côté gustatif, savoureux que le fruit a à nous donner. Donc oui, je pense que moins de sucre, moins de gras entre guillemets, mais surtout moins de sucre, un peu plus légère. Mais pour autant, je suis pas non plus dans trop désucré la chose. C'est-à-dire que il faut un minimum de sucre pour certaines préparations et on n'y coupera pas. Je veux dire, c'est comme ça. Et puis il y a un moment donné aussi, il y a le côté conservation. C'est-à-dire qu'une pâte de fruits, on pourra pas non plus la désucrer de 70% si on veut qu'elle se conserve dans le temps. Donc voilà, je pense qu'on y est déjà. Après la pâtisserie de demain, j'aimerais quand même qu'elle se tourne encore plus, mais encore une fois je pense qu'on est sur la bonne voie, sur des produits locaux, sourcés, de saison, mais ça pour moi ça a toujours été. Je me verrais pas travailler en fait des framboises au mois de décembre, donc mais voilà. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs assez inattendues? Je pense que je le connais pas, mais on en a suffisamment parlé pour un petit peu avoir une idée de qui il est. Je pense que Rordi Roca, qui est espagnol, les frères Roca qui ont un établissement 3 étoiles, je pense que c'est quelqu'un avec qui je serais capable de pouvoir pousser un peu les limites et des saveurs inattendues. Voilà, c'est le premier là comme ça qui me vient. Et après, en France... En France, il y en a tellement que le choix est dur, mais après, peut-être que je reviendrai à Christophe Helder, voilà, qui est un petit peu pour moi pour boucler la boucle. Le pape de la pâtisserie, parce que j'ai appris aux côtés de Camille Le Sec, dont il était le mentor. J'aime la pâtisserie de Gilles Marchal, qui a travaillé avec Christophe Helder, donc je pense que voilà, tout s'explique. Et je pense que le goût, avec des saveurs un peu insolites, je pense qu'on en est capable. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. T'es plutôt vanille ou chocolat? Vanille. Plutôt citron ou pamplemousse? Pamplemousse. Plutôt pavlova ou fraisier? Alors là, sincèrement, c'est deux desserts que j'apprécie moyennement. Donc, que j'apprécie moyennement. Je sais pas. Fraisier, il faut qu'il soit vraiment très bon. Je pense qu'il y a moins de risques à prendre sur la pavlova, donc je vais dire pavlova.
plutôt dessert à l'assiette ou dessert de boutique? Ah, les deux. Je peux pas faire de choix. Et enfin, ta tarte fraise et crème brûlée basilic ou celle citron menthe? Citron menthe. Merci beaucoup Ophélie. Merci Léa. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit une recette à tester, un ingrédient, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Peut-être à travailler le produit le plus local qu'ils aient autour de chez eux. Voilà, donc si un très bon apiculteur, travailler le miel qui se trouve à côté ou la culture d'un fruit à coque. D'un agrume, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même pas mal d'agrumes en France aujourd'hui, ou un bon lait, une bonne crème, enfin voilà, en tout cas le produit un petit peu le plus local possible. Super, merci beaucoup pour ce défi. Merci Léa. Merci beaucoup pour cet échange. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Je vais reprendre les mots de mon premier professeur qui s'appelle Christophe Majanski, qui n'exerce plus à Ferrandi, mais qui m'a dit ceci, la pâtisserie ça mène à tout. Et vu ce que j'ai vécu ces dernières années, je suis assez d'accord. Donc merci Christophe et longue vie à la pâtisserie. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, il est Léa. super. Et merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, vraiment n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aide beaucoup. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Margot Écart. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!